Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais? Super. Est-ce que vous arrivez à lire au fond? Je vais prendre ça pour un non. Est-ce que vous arrivez à lire au fond? Ok, super. Bien, merci à tous d'être venus. Je m'appelle Xavier Detemps, je travaille pour Zenica, qui a une agence qui s'appelle Aya, qui fait beaucoup de web, que je vous invite à venir voir sur le stand. Et je vais vous parler de programmation fonctionnelle. Pour ça, on va faire du JS. Ça va? Tout le monde est confortable avec JS? Pas de souci. Petit disclaimer, c'est une présentation qui normalement dure 1 heure, que je fais en 20 minutes. Donc ça va aller un petit peu vite, ok? Vous inquiétez pas, il y a un enregistrement et il y a même une vidéo sur Internet sur une version longue. Mais comme vous connaissez JS, je vais pouvoir aller vite. Donc l'idée, ça va être de prendre un code tel que vous avez l'habitude de le voir, et puis de le refactorer vers quelque chose de fonctionnel et de plus en plus fonctionnel, tout en expliquant les principes de programmation fonctionnelle que je vais utiliser derrière à chaque fois que je les introduis. Pour ça, j'ai besoin d'un problème. Donc mon problème, il est relativement simple. J'ai une liste de films qui est ici. Et cette liste de films-là, je cherche des films qui matchent le titre que je donne au départ. Et donc si je cherche Interstellar dans cette liste-là, évidemment, je ne trouve rien. Si jamais je cherche Matrix, je trouve Matrix. Et si je cherche la lettre O, je trouve Intouchable et Forrest Gump, qui sont les deux seuls titres qui contiennent un O. Si je lance mes tests, ça passe. Et voici le code que j'utilise pour l'instant. Ça, c'est le genre de code que vous avez l'habitude de voir. Hop, ça serait bien que vous voyez ça aussi, c'est le plus intéressant. Hop. C'est le genre de code que vous avez l'habitude de voir où j'ai différentes méthodes, j'ai des boucles, j'ai des ifs, etc. En fait, en vrai, ce que je suis en train de faire, c'est expliquer à la machine comment résoudre mon problème. Okay, c'est comme une recette de cuisine. La machine suit la recette de cuisine, ça répond à mon problème. Et ça, c'est le paradigme dit procédural. Le fait que ce soit procédural, c'est parce que j'ai plusieurs fonctions dedans et que je peux les réutiliser. Ok. On va regarder un petit peu mes tests là, et puis dans mes tests, j'ai de la répétition. Chaque fois, je suis en train de répéter ma liste de films. Je trouve ça un peu dommage. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit refactoring. On va prendre ça, on va le sortir dans une variable qu'on va appeler movies. Et puis derrière, je vais pouvoir modifier cette liste-là et utiliser movies. Hop. Et je pète mes tests. Je viens de faire un refactoring ultra simple. C'est-à-dire que j'ai pris un code qui était répété, dupliqué dans mes tests. Je l'ai sorti dans une variable. Je casse mes tests. Ce qui est un peu bizarre parce que j'ai juste supprimé de la duplication. C'est un refactoring relativement classique. Alors, vu que vous connaissez bien JS, je suis sûr que vous avez déjà trouvé le problème. Le problème, c'est Shift, qu'il y a ici. Qu'est-ce que ça fait Shift? Ça prend le premier élément, le retourne, le supprime de la collection. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet de bord. Et les effets de bord, c'est mal. Okay, pourquoi c'est mal? Parce qu'on peut se retrouver à refactorer du code de manière absolument triviale et au final, on casse notre code, comme je viens de le faire. Et ça, c'est pas cool. Bon, la bonne nouvelle, c'est que en vrai, JS, on peut faire ça à peu près correctement. Ok, j'ai arrêté de faire les effets de bord, je parcours ma collection et tout va bien. Ok. Donc conclusion, les effets de bord, c'est mal. Il ne faut pas faire d'effets de bord. Maintenant, il faut trouver où est-ce que je fais des effets de bord. Pour trouver où est-ce que je fais des effets de bord, on va faire un truc un peu bizarre, je sais, mais on va regarder les types. Donc, rapidement, title, c'est quelque chose qui prend un film, une movie, et qui retourne un string. IsInfixOf, c'est quelque chose qui prend un string, et retourne un booléen. Jusque-là, rien de particulier. Matches, c'est quelque chose qui prend un string, un film, et retourne un booléen. Ok. AddIfMatches, c'est quelque chose qui prend un string, un film, un tableau de film,
et qui retourne rien. Et ça veut dire que je fais des effets de bord. Ok. En fait, en vrai, quand vous avez une fonction qui ne retourne rien et que cette fonction-là est utile, le seul moyen qu'elle a pour être utile, c'est de faire des effets de bord, c'est-à-dire modifier un des paramètres d'entrée. Sinon, votre fonction est inutile. Je vous donne une astuce pour savoir si une fonction est utile ou inutile. Vous prenez la fonction, vous la supprimez, les tests sont rouges, elle a été utile. Donc là, celle-là, elle est utile. Donc j'ai envie de la garder, mais bah, du coup, j'ai un problème. J'ai des effets de bord. Il va falloir résoudre ça. Par contre, c'est pas l'astuce que je vous ai donnée, c'est pas Silver Bullet non plus. Hein. Parce que ici, si vous regardez Find by Title, où avant j'avais des effets de bord, sa signature retourne quelque chose. Et donc là, ça veut dire qu'en fait, faut juste que je fasse gaffe à ce que je fais pour éviter les effets de bord. Attention aux fonctions qui font des effets de bord, essayez de les éviter. Ok, donc du coup, on va chercher à virer cet effet de bord-là. Et pour ça, on va commencer à discuter programmation fonctionnelle. Et vous allez voir qu'en fait, c'est que des choses que vous connaissez déjà. Je vais juste les exploiter à mort. Le premier truc, attention, accrochez-vous, premier truc que je vais faire, c'est dire que je crée une variable predicate qui contient matches. Matches, qui est la fonction que j'ai tout en haut ici. Ok ? Ça défrise personne, sauf que c'est un truc de dingue. Pourquoi? Parce que je suis en train de dire que ici, dans predicate, je mets la fonction matches. De la même manière que dans result, je mets la liste vide. Donc je traite mes valeurs de la même manière, mes fonctions, pardon, je traite mes fonctions de la même valeur que je traite mes valeurs. Ça, c'est possible uniquement si on a un langage qui a les functions as first class citizen ou fonctions comme citoyen de première classe, ce qui est vachement classe à placer en soirée. Mais en vrai, ça veut juste dire ça. Bon, il y a quand même un truc qui est cool avec ça, c'est que je peux passer cette fonction-là en paramètre à une autre fonction. Et donc je peux être un petit peu plus générique, ici, et au lieu de faire addif, en vrai, je suis en train de addif matches, je suis en train de faire un addif général, je me donne le predicate, et si ce predicate est vrai, alors je fais le push dans result. Au passage, le fait de passer une fonction à une autre fonction, comme je viens de le faire, qui n'est possible que parce que j'ai les fonctions comme citoyen de première classe, c'est ce qu'on appelle les fonctions d'ordre supérieur, higher order function. Un autre mot à placer en soirée. Et c'est vachement mignon, mais ça sert à rien. J'ai pas résolu mon problème d'effet de bord. Bon, en fait, je vais avoir besoin d'autre chose pour arriver à résoudre mon problème d'effet de bord. Je vais écrire quelque chose dont vous avez l'habitude. Ok. Donc, fonction comme citoyen de première classe, je suis capable de déclarer ma fonction directement et de la mettre dans une variable. Vous avez l'habitude de voir ça. Sauf que cette fonction-là n'est pas tout à fait comme l'autre. Parce que là, je suis en train d'utiliser result, qui n'est pas un des arguments que je reçois en paramètre. Et je ne suis pas censé pouvoir faire ça. Une fonction, ça peut utiliser ses paramètres, et c'est tout. En fait, c'est un petit peu planqué, mais c'est un petit peu la même chose que si j'écrivais ça. Okay, j'ai une variable R qui est égale à result, et j'utilise R dans ma fonction. J'ai donc un deuxième paramètre. Sauf que quand j'écris ça, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai certes un deuxième paramètre qui s'appelle R, mais dans la valeur par défaut vous résulte, et l'utilisateur, quand il va m'appeler, il va pouvoir choisir la valeur de résulte. Ok? C'est cool, sauf que c'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que R soit forcément égal à résulte. Dit autrement, je ne veux pas donner le choix à mon utilisateur de choisir quelle est la valeur de R. Je veux fermer cette possibilité-là. Donc, quand on a un paramètre, on peut choisir la valeur. On dit que le paramètre est ouvert, open. Et quand le paramètre est fermé, on a fixé la valeur, on dit que le paramètre est fermé, closed. Et quand on a une fonction qui a au moins un paramètre qui est fermé, on appelle ça une closure.
Et le moyen de faire ça en JS, bah, c'est tout simplement pas mettre le deuxième paramètre et d'utiliser directement la valeur qu'on voudra utiliser. OK? Donc là, on a une closure. Donc maintenant, bah, je peux passer cette closure-là en paramètre, l'utiliser ici, et au lieu d'appeler result.push, de faire add. Ça continue à passer mes tests. Au passage, du coup, je n'utilise plus result, donc je peux virer ce paramètre-là. Et maintenant, j'ai toujours pas résolu mon problème d'effet de bord, mais je suis en position pour résoudre mon problème d'effet de bord. L'astuce va être de dire, bah, en fait, quand vous faites une connerie et que vous voulez pas que ça se sache, vous laissez les autres faire la connerie à votre place. Bah, c'est la même chose pour les effets de bord. Donc, addIf, j'ai pas envie de faire un effet de bord dans addIf, donc je vais laisser la fonction qui m'appelle faire l'effet de bord à ma place. Donc, je ne vais pas appeler la méthode, mais par contre, je vais retourner cette méthode-là. Et du coup, dans mon appel ici, je vais récupérer une fonction et je fais l'effet de bord ici. Dernière chose, maintenant que je retourne quelque chose, il faut que je retourne aussi quelque chose dans le else. Et je vais retourner une fonction qui ne fait rien, mais qui prend en paramètre un fil. Et je repasse mes tests. OK? Bien. Au passage, vous avez l'habitude de voir ce genre de choses, donc je peux inliner, normalement, si je peux inliner fn. Ça ressemble à des choses dont vous avez l'habitude. OK. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est que bah, j'ai repoussé l'effet de bord dans les limites de mon système. Et c'est quelque chose qu'on veut faire en programmation fonctionnelle, c'est repousser les effets de bord au maximum, le plus proche possible de la limite de notre système. Donc là, j'ai repoussé d'un cran, c'est bien. Maintenant, si on regarde un petit peu les dégâts, j'ai le mot-clé, enfin le nom add qui est dupliqué, qui est flupliqué. J'ai le mot movie qui est dupliqué aussi. Je passe 2 fois le paramètre sur cette ligne-là. Et enfin, c'est franchement pas plus simple que ce qu'il y avait avant, voire carrément plus compliqué. Donc, bah, j'avais un problème d'effet de bord, maintenant j'ai 4 problèmes. Tout va bien. Bon, sauf que en vrai, ces problèmes-là, ils sont un peu plus simples à résoudre. On va commencer par le premier, le add. Vous savez déjà que je peux faire ça. OK? Sauf que quand je fais ça, je suis en train de créer une fonction qui n'a pas de nom. Et quand je crée une fonction qui n'a pas de nom et qu'il faut que j'en parle avec mes copains développeurs, bah, faut que je lui donne un nom. Et ce nom, ça sera lambda. En fait, une fonction qui n'a pas de nom, c'est juste une lambda. C'est la même chose. OK? Alors, vous avez l'habitude d'avoir ça, hein, mais n'oubliez pas qu'il faut 8 versions de Java pour l'avoir. Au passage, vous savez aussi que cette même notation-là pourrait être en arrow function. Vous inquiétez pas, je vais finir par l'utiliser. Ça arrive un peu plus tard. Mais on va essayer de résoudre les problématiques d'effet de bord. Alors, pour résoudre la problématique d'effet de bord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser concat à la place. OK? Donc, je peux faire un concat ici, mais du coup, ça me retourne un nouveau tableau, et j'ai envie de l'utiliser. Donc, je vais faire un return ici, et puis, bah, du coup, il faut que je passe le tableau avec lequel j'ai envie de travailler. Hop là. Ce qui fait que, ici, il va me falloir un paramètre de plus, qui sera result, et ça, c'est la nouvelle valeur de result. OK? Je le rajoute tout de suite. De ce côté-là, ici, il faut que j'aligne mes types. Alors, hop, je peux utiliser la lambda. Et puis là, il me faut une fonction qui retourne un tableau de movies. Et ça repasse mes tests. Bonne nouvelle, j'ai enfin viré cet effet de bord. OK, on va continuer.
Le but du jeu va être de virer la duplication de movie ici. Pour arriver à faire ça, je vais un peu partir en sucette, mais restez avec moi. Je vais faire un truc un peu bizarre, et vous allez voir, ça vaut le coup. Ce que je peux faire, c'est ma fonction qui prend deux paramètres ici, movie et movies. Je vais le transformer en une fonction qui prend un paramètre, qui est movie, pardon, et qui retourne une autre fonction qui prend movies en paramètre et fait la concaténation. Bon, du coup, il faut que j'aligne mes types. Hop là. Et enfin, dernière chose, il faut que là, au niveau de l'appel, je sépare avec des parenthèses au lieu de séparer avec des virgules. Bien. Ça fonctionne. OK. Ça passe mes tests, tout va bien. Et ça sert à quoi? Parce que pour l'instant, c'est plus compliqué, mais ça sert à rien. Ça sert à pouvoir dire ici, add, je vais lui passer le premier paramètre qui est movie. Et du coup, ce que ça va retourner, c'est une fonction qui attend un tableau de movies pour faire la concaténation. Et donc ici, je n'ai plus besoin de passer le paramètre. Et ça passe mes tests. Ok, c'est le moment de briller en soirée. Alors, au moment où je fais ça, je prends une fonction qui a n paramètres, en l'occurrence 2, et je la transforme en n fonctions qui a un paramètre. En l'occurrence, deux fonctions qui ont un paramètre chacun. Ça s'appelle la curification. Ça vient d'un monsieur qui s'appelle Haskell Curry, qui a écrit le premier papier qui décrit cette technique. L'avantage de cette technique, c'est ce qu'on a vu juste au-dessus, c'est que du coup, on est capable de passer une partie des paramètres, mais pas tous, à notre fonction, qui va du coup nous retourner une fonction qui attend la suite des paramètres. Ça, c'est ce qu'on appelle l'application partielle. Ce qui permet que, au moment où j'ai les paramètres et que je pourrais créer cette fonction-là, bah, de tout de suite les donner pour que les autres fonctions derrière s'en occupent pas. C'est ce qu'on vient de faire. Ok. Ça s'appelle l'application partielle et c'est vachement cool. Tellement cool qu'on va le faire partout. Sauf que c'est le moment où on va transformer tout ça en arrow functions. Parce que lire ça, je sais pas vous, mais ça pique les yeux. Du coup, hop, petit refactoring. Sauf que en vrai, je vais garder le tout dernier return. Okay, je vais l'écrire comme ça. Pourquoi est-ce que je l'écris comme ça? Parce que vous allez voir que si vous plissez bien les yeux, ça se lit vachement bien. Prenons cette fonction-là. Donc j'ai une fonction qui s'appelle findByTitle, qui a deux paramètres qui sont query et collection, et dont le corps est tout ceci. Ça, vous saviez déjà lire. Maintenant, regardez. Si vous plissez bien les yeux, ici vous lisez fonction, qui s'appelle add, qui prend deux paramètres qui sont movie et movies, et dont le corps est ceci. Sauf que la différence entre les deux, c'est qu'il y en a une des deux, la deuxième, qui est querifiée. Et donc on peut lire d'une deuxième manière, qui est, j'ai une fonction qui s'appelle add, qui prend un paramètre qui est movie et retourne une deuxième fonction qui prend un deuxième paramètre qui est movies et dont le corps est ceci. Ok? Bien. Et donc du coup, vu qu'on veut utiliser l'application partielle partout, on va utiliser la curification partout. Alors, curifier une fonction à un paramètre, c'est facile. Hein. Let égale arrow function. Ça marche. Ici, let is un fixof égale, je sépare mes paramètres par des flèches, et ça passe pas mes tests, parce qu'au niveau de l'appel, bah, il faut que je remplace virgule espace par parenthèse parenthèse. Ok. Let matches égale query movie. Je l'utilise ici. Pour rappel, je le passe en paramètre via predicate. Ici, let addif égale predicate
Évidemment, je l'utilise quelque part, donc je casse mes tests, à savoir ici. Et enfin, dernière chose, let find by title égale query. Hop, faut que je fixe mes tests au passage. Hop, on a fixé ça. Faut que je fixe mes tests, ce que je vais faire ici. Tac, tac, tac. Et ça passe. Super. Ça va jusque-là? Bien. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, je peux utiliser l'application partielle. Et donc, dans Matches, je peux lui donner tout de suite la query. Grâce à ça, j'ai pas besoin de passer query ici, parce que je l'ai déjà. Et donc, du coup, je peux virer ce paramètre-là. Vous voyez que l'application partielle, c'est plutôt cool. Et regardez, attention, hop là. OK. Allez, dernière petite chose, ça, vu que vous connaissez bien JS, je suis sûr que ça vous rappelle quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est une application qui s'appelle Filter, qui prend un prédicat et une collection. Alors, évidemment, on va vouloir que ce soit purifié, hein, pas déconner. Et donc, on va le faire ici. Let filter égale predicate collection. Et comme c'est une fonction qui existe déjà, on ne va pas s'embêter. Et ça, c'est ce que j'appelle de la simplification. OK. Donc ça, c'est une fonction qui existe déjà. Au passage, le addif qu'il y a là, on peut s'en débarrasser. Et du coup, si vous regardez le code qu'il y a là, tout ça, c'est du code déjà existant que j'ai wrappé dans une fonction pour l'exemple. Mais c'est que du code qui est trivial, parce que c'est j'appelle une méthode où je vais lire une propriété. Et donc, tout le code que j'ai qui résout mon problème, c'est ces deux lignes-là, si jamais, oups, c'était pas ce que je voulais faire, si jamais on vire les parenthèses, si on l'écrit comme ça. Yes? Et bien là, on a un style super fonctionnel, et je vais vous le prouver. Qui a déjà entendu parler de Haskell? OK. Pour ceux qui ne connaissent pas Haskell, Haskell, c'est un langage de programmation qui est un langage de programmation fonctionnel pur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un langage de programmation fonctionnelle pur? Ça veut dire que vous avez deux options pour écrire en Haskell un morceau de code. La première solution, c'est de l'écrire de manière très fonctionnelle. La deuxième solution, c'est de ne pas écrire en Haskell. Haskell, au passage, conclusion, si jamais ça compile en Haskell, c'est que c'est fonctionnel. Donc là, vous retrouvez le problème écrit en Haskell, sauf que je ne peux pas créer des objets comme je le crée en JavaScript, il me faut des types. Donc là, je dis que j'ai un type film qui contient un titre qui est une chaîne de caractères, une année qui est un entier, et qu'au passage, je suis capable d'afficher et de tester sur les qualités. C'était pas très important. Et ici, vous retrouvez les mêmes tests que ce que vous avez vu en JS. Et du coup, si je lance ça, il me dit, je ne connais pas Find My Title. De quoi tu me parles? Eh bien, on va lui expliquer. C'est en fait très simple. Find by title, regarde bien. C'est ce que j'ai écrit en JS. OK, copier-coller. Alors maintenant, il y a quelques petits changements de syntaxe quand même. Premier changement de syntaxe, c'est que les commentaires, c'est tiret-tiret et pas slash. Deuxième, c'est que let, en fait, la seule chose qu'on peut déclarer en Haskell, c'est des variables. Donc ça sert à rien d'avoir un mot-clé spécial. En vrai, c'est que des constantes. Donc là, vous avez vu, j'ai utilisé que let, utilisez const, utilisez pas let. Et la seule chose qu'on peut faire en Haskell, c'est des const. Donc, pas besoin de mots-clés pour ça. Donc, je vais le faire ici aussi. OK. Dernière chose, on n'utilise pas des doubles arrows, on utilise des simples arrows. Pour Haskell. Et enfin, là, ici, on est en train d'utiliser des lambdas. Alors, les lambdas, si vous regardez le caractère lambda, il ressemble à ça. OK. J'ai bien cherché sur mon clavier, je ne l'ai pas trouvé.
Et du coup, ils ont décidé de prendre le caractère qui est le plus proche, qui est sur votre clavier, anti-slash. Et donc, quand je crée une lambda, je mets un anti-slash devant, pour exprimer que c'est une lambda. Et attention, tada, je passe mes tests. Donc ça, c'est la preuve que ce qu'on a écrit en JS est très fonctionnel. Ça compile en Haskell. Allez, pour le plaisir quand même, on va profiter un petit peu de ce qui est sympa en Haskell. Les lambdas, là, c'est cool, mais c'est quand même assez chiant à écrire. Et donc du coup, on va laisser le sucre syntaxique de Haskell s'en occuper. Donc ça veut dire la même chose en fait. Hop là. Au niveau des types, ici, si j'écris correctement mes types, vu que Haskell est un langage fortement typé, hop, il va comprendre. Et enfin, pour les paramètres, on sépare les paramètres avec des espaces en Haskell. Et quand on veut spécifier qu'un appel de fonction est un paramètre, on met les parenthèses pour les isoler. Et évidemment, on n'a pas besoin du point virgule, parce qu'on a un langage qui est un peu moderne. Hop. Alors, moderne de 20 ans. Hein. Et normalement, si j'ai pas fait de bêtises, yes, ça passe. Ok, donc on a vu qu'on est capable de partir sur des choses dont vous avez l'habitude de voir en JavaScript. On les utilise à mort. Pour rappel, hein, la curification, ce n'est possible que parce qu'on avait les fonctions comme citoyen de première classe et les closures. Et du coup, les higher order functions. C'est ce qu'on a exploité pour arriver à curifier les choses, pour derrière pouvoir faire de l'application partielle. Donc c'est des concepts, c'est des choses que vous connaissez déjà, juste utilisées à mort. Ok ? Donc c'est un style qui est assez sympa, surtout que, mine de rien, ça se lit bien. On pourrait aller plus loin et on pourrait écrire un code encore plus dense que celui-là, mais j'ai pas le temps. Si vous voulez voir, il y a une vidéo sur Internet qui dure 1 heure, qui est ça, mais en plus lent, et qui va plus loin. Peut-être que vous allez avoir envie, suite à cette présentation, de regarder un petit peu la programmation fonctionnelle. Si c'est le cas, je vous recommande très fortement de regarder un langage de programmation fonctionnelle pur. Alors, les langages de programmation fonctionnelle impurs, c'est tout simplement des langages de programmation qui sont massivement fonctionnels, mais où on peut faire des entorses aux règles de la programmation fonctionnelle, comme par exemple faire des effets de bord. JavaScript est un des exemples de langage de programmation fonctionnelle impur. Vous en avez d'autres, vous avez Scala, vous avez Clojure, vous avez plein de langages qui sont en fait fonctionnels impurs. Et il y en avait quelques-uns qui sont des langages de programmation fonctionnelle purs. Haskell est un exemple, ELM ou Elm en est un autre. Si vous avez envie de faire quelque chose de visuel en programmation fonctionnelle pure, je vous encourage très fortement à aller regarder Elm. Pourquoi est-ce que je vous recommande ça? Parce que vous avez certaines habitudes et que si vous cherchez à apprendre la programmation fonctionnelle, dès que vous allez avoir une difficulté, vous allez revenir sur vos habitudes et du coup rien apprendre. Et c'est dommage. Donc pour apprendre, regardez un langage de programmation fonctionnelle pur. Après, dans la vraie vie, sur des vrais projets, prenez le langage que vous voulez. Mais pour apprendre, regardez un langage de programmation fonctionnelle pur qui va vous fouetter dès que vous ne faites pas quelque chose de pur. Comme ça, vous apprenez la programmation fonctionnelle. Et quand vous allez sur un langage multiparadigme ou qui vous permet de faire différentes choses, vous allez pouvoir peser le pour et le contre de chacun des paradigmes de votre langage pour arriver à choisir le bon au bon moment et avoir le meilleur code possible. Merci de votre attention. Merci, on a tous faim, mais s'il y a des gens qui ont des questions, c'est le moment, on a le temps, tout va bien. Je suis arrivé en cours de route, donc j'ai peut-être raté ça au tout début. Est-ce que tu conseilles de faire du pur fonctionnel, enfin du 100% fonctionnel en JavaScript, ou d'utiliser les fonctionnalités pour... Chaque paradigme a ses avantages et ses inconvénients. Il s'avère que je trouve qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à la programmation fonctionnelle. Donc oui, ça a tendance à être mon choix par défaut.
Mais il y a des cas où c'est intéressant de faire de la programmation fonctionnelle impure. Par exemple, dès que tu as envie d'être utile. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas faire d'effet de bord, la conséquence de ça, si vous êtes vraiment pur et que vous faites 0 effet de bord, vous restez en mémoire. Vous n'écrivez pas sur le disque, vous n'affichez pas à l'écran, vous n'envoyez pas sur le réseau, etc., etc. Bref, vous êtes inutile. Donc, à un moment, tu as besoin de faire des effets de bord. Et à un moment, la programmation fonctionnelle vient un peu plus dans tes pattes qu'autre chose. Alors, il y a des astuces pour arriver à faire des effets de bord en programmation fonctionnelle. Je sors le mot-clé horrible, monade, qui permet de le faire. Mais n'empêche, il y a des avantages, des inconvénients. En fait, le gros intérêt de la monade, c'est de retrouver dans un langage de programmation fonctionnelle pure un style de programmation qui est impératif. Et du coup, qui va derrière vous permettre de faire des effets de bord comme vous avez l'habitude. Okay. Donc on peut faire les deux. Il y a les avantages et les inconvénients. Il faut savoir le pour et le contre et choisir le bon paradigme. Même si c'est un bon choix par défaut. Surtout pour tout ce qui est cœur métier. C'est plus facile à tester, c'est plus facile à comprendre, il y a moins de surprises, etc. Salut, merci pour le talk, c'était cool. Qu'est-ce que tu penses du fait d'utiliser JavaScript pour faire de la programmation fonctionnelle sans un système de typage suffisamment fort, même celui de TypeScript étant un peu limité sur certains points? C'est deux choses différentes. Personnellement, j'aime le typage. Okay. Maintenant, on l'a vu, en JS, on a réussi à faire de la programmation fonctionnelle. Donc c'est bien deux choses différentes. ELM, dont je vous ai parlé, c'est un langage qui est fortement typé. Du coup, j'aime beaucoup. Mais c'est un autre sujet et toute une autre conférence. Voilà, les avantages du typage. Donc oui, je vais recommander, je préfère. Maintenant, c'est pas absolu. Simplement cette question parce que la programmation fonctionnelle aide à raisonner par rapport au code qu'on écrit et du coup les types aussi, du coup est-ce que ça irait pas dans la même mouvance? C'est pour ça que je te pose la question. D'autant plus que si tu vois le typage comme de la documentation qui est vérifié compile time, c'est plus facile de raisonner derrière parce que tu as de la documentation et ton code et tu es sûr que les deux sont synchronisés. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien le typage. Salut, merci pour ton talk. Je ne sais pas si tu connais Cerebral.js. Non. Et c'est la programmation déclarative plus que impérative. Et ça évite aussi les side effects. Donc bon, si tu connaissais, j'aurais aimé avoir ton avis, mais... Je connais pas. J'ai entendu parler de PureScript, que j'ai pas regardé, qui est très fonctionnel aussi de ce que j'ai compris. Je regarderai Cerebral.js du coup. Ok, super. Alors, quand tu me dis déclaratif, ça me fait pas mal penser à un langage qui s'appelle Prolog, qui est fonctionnel aussi et qui résout. Et vu le nom Cerebral, je ne serais pas surpris que en fait, ce soit un moteur de résolution de contraintes qui est top, mais qui a tout un autre paradigme. Peut-être prendre une dernière question ou deux. Quelqu'un? Et ils ont trop faim, je pense. Ok, le buffet est servi alors. Merci à tous.